Bonjour et bienvenue sur les podcasts par Cryptosphère. Aujourd'hui, nous accueillons Charlie Perrault, journaliste chez Les Échos. Déjà, bonjour Charlie. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation pour ce premier podcast de l'année. Je pense que dans un premier temps, le mieux, ce serait que je vous laisse vous présenter succinctement, présenter votre parcours, vos formations et votre métier actuel. Oui, ok, bon, ça va être assez rapide. Juste rapidement, moi j'ai fait plutôt des études d'économie au départ et après je me suis dirigée dans le journalisme et mécaniquement j'ai un peu lié les deux. J'ai fait du journalisme économique, puis vite spécialisée là-dedans à la sortie de l'école et j'ai choisi d'ailleurs de me spécialiser encore plus en faisant que de la tech parce que je me suis dit qu'à l'époque, on parle de ça en 2013, on commençait à beaucoup parler de transformation digitale, c'était le mot à la mode. Et je me suis dit que ce serait marrant de faire partie de tout ça. Il y avait très peu de médias qui parlaient de ça. Et donc voilà, et peu à peu, je suis arrivée dans l'univers des startups que j'ai adoré, et que j'aime beaucoup toujours. Et ensuite, je me suis retrouvée quelques années plus tard, en gros, au Journal du Net, donc qui est vraiment une grosse référence dans la tech et qui appartient au groupe Figaro. Et il cherchait quelqu'un en fait à l'époque sur les thématiques, alors fintech, moi ça me parlait pas trop, donc effectivement tout ce qui est technologie au service de la finance. Allez, c'est parti. Du coup, j'ai beaucoup parlé. Quand on dit fintech, on parle de Lydia, de United Credit et Conto plus récemment, qui a levé beaucoup d'argent, par exemple. Toutes ces néobanques et sauf que dans la fintech, j'ai inclus petit à petit les sujets crypto, puisque c'est quand même des sujets de finance. Et je me suis dit que ça pouvait être sympa d'en parler, parce que là, on était en début 2017. Donc, s'il y en a qui s'en souviennent, c'est le Bitcoin devait être à $1 000 à peu près. Et là, toute l'année, il a grimpé pour finir à ce qu'on appelait à l'époque un énorme record, il était un peu moins de $20 000. Donc voilà, et je suis rentrée en fait dans les cryptos via ce biais-là parce que je trouvais ça intéressant. Et encore une fois, à l'époque, il y avait très peu de médias. On va dire assez large, qui avait des audiences plutôt grosses qui parlaient de crypto. Donc, c'est pour ça que je me suis beaucoup plus intéressée. Donc, c'est vrai que la moitié de mon temps, en fait, je le passais à faire des papiers, soit des papiers très pédagogiques sur la crypto, soit des papiers beaucoup plus marchés, expliquer qui sont les acteurs, expliquer aussi les mécaniques un petit peu européennes, mondiales là-dessus. Et voilà. Et après, je suis arrivée aux Échos il y a quelques semaines, n'importe quoi, en juin, pour suivre les startups. Mais du coup, j'ai un spectre qui est hyper large, mais je continue à beaucoup suivre l'écosystème crypto. Mais là, vraiment de l'angle startup, projet, et puis du tout, les aspects, je ne vais pas décrypter une technologie en tant que telle, etc. Mais d'accord. Ok, super. Pour rester un petit peu autour de cet écosystème blockchain nouvelle, mais d'un point de vue entreprise, on va peut-être d'abord aborder un peu, parce que je vois que sur votre Twitter, vous abordez beaucoup toutes les licornes, surtout les licornes françaises. Quel est votre avis à propos de cette émergence fulgurante de ces licornes comme Sandbox, Ledger Est-ce que vous pensez que c'est un effet de mode ou c'est une vraie révolution, une vraie progression? Oui, c'est vrai que c'est forcément des sujets nous on suit beaucoup parce que déjà ça intéresse les gens, forcément quand vous parlez de boîtes, donc les licornes qui sont quand même des entreprises à plus d'1 milliard de dollars, tout de suite ça fait un peu ça fait parler. Et effectivement, en plus on commence à en avoir dans la crypto en France. Ledger c'était la première, d'ailleurs la seule. Alors après effectivement on parle de Sandbox, tu le disais, mais bon, The Sandbox on ne considère pas comme une licorne française parce que nous faut qu'il y ait le siège social qui soit basé en France, voilà. D'accord, oui. Oui, non, c'était plus, les créateurs, c'était, oui. Oui, mais au final, de toute façon, on va être de plus en plus comme ça sur des boîtes, de toute façon, qui seront partout dans le monde, qui auront des effectifs, surtout avec le télétravail. Aujourd'hui, les boîtes, elles ont une partie de leur effectif, dans un pays, dans un autre. Donc, c'est vrai que ça n'aura plus trop de sens à terme, quoi. Ça, je suis plutôt d'accord. Et d'ailleurs, moi, j'ai parlé d'ailleurs de The Sandbox parce que justement, il y avait 2 Français. Donc, je me suis dit que c'était hyper important de les mettre en avant, même si ils sont pas basés chez nous, quoi. Et du coup, effectivement,
En fait, c'est pas que c'est un effet de mode ou quoi, hein, les licornes, c'est juste que mécaniquement, depuis pas mal d'années, on a aidé les startups à se faire financer. Ça a commencé avec BPI France. Après, il y a eu plein de fonds d'investissement qui ont mis. Et maintenant, il y a des très, très gros fonds étrangers. Donc, vous avez peut-être tous entendu parler, qui sont SoftBank, qui est un géant japonais. Il y a aussi beaucoup d'Américains qui arrivent et qui mettent de plus en plus d'argent. En fait, nous, il y a un décalage avec les États-Unis, comme toujours, on a 5-6 ans de décalage. Voilà, les États-Unis, ils connaissent les licornes depuis des années. Nous, ça arrive maintenant. Voilà, et c'est parce que voilà, mécaniquement, il y a de plus en plus les levées de fonds. Plus vous passez une année, vous allez lever 10, l'autre, vous allez lever 20, 30, 40. Voilà, donc c'est juste que c'est mécanique et qu'on arrive aujourd'hui assez naturellement à avoir 26 licornes et dont effectivement Ledger qui a suivi exactement ce parcours-là. D'accord. Du coup, quelle place occupe aujourd'hui l'écosystème crypto, blockchain dans l'entrepreneuriat? Est-ce que ça prend une place qui augmente fortement ou c'est juste une visibilité qui est Oui, importante moi j'ai vu l'évolution, j'avoue, depuis début 2017, donc ça fait quand même 5 ans. Et effectivement, au début, c'est rigolo parce que c'était vraiment un tout petit écosystème, c'est-à-dire que vous allez, à l'époque où on avait le droit de faire des événements et tout ça en physique, quand tu allais à des événements, tu recroisais vraiment tout le temps les mêmes gens. C'était assez marrant, c'était vraiment un tout petit groupe d'entrepreneurs, on connaissait à peu près toutes les boîtes et puis tous les gens qui gravitent autour, quelques cabinets de conseil, etc. Donc c'était assez marrant. Puis ils se regroupaient dans des petites associations différentes. Et c'est vrai qu'au fur et à mesure, forcément, c'est toujours pareil. Quand d'un seul coup, tu as un bull run, il y a beaucoup de gens qui vont s'y intéresser. Et il y en a qui vont pas s'y intéresser seulement pour faire du trading, mais qui ont envie de se lancer dans des projets, etc. Donc, petit à petit, l'écosystème a grandi. Et c'est pareil, une fois qu'il y a eu beaucoup plus de fonds qui sont arrivés dans ces boîtes, tu as des gens après qui quittent ces boîtes pour aller en créer d'autres. Et ça a été notamment, moi je pense, ce qui est assez emblématique, c'est Sorare. Nicolas Julia et Adrien, ils viennent d'une autre boîte de la blockchain, à l'époque Stratum, qui était une des boîtes très très connues dans l'écosystème. Et voilà, et ils sont partis, ils ont créé celle-là, et sûrement que d'ici 2-3 ans, il y a des gens qui vont quitter Sora et qui vont en créer d'autres boîtes dans la crypto. Voilà, mécaniquement, c'est encore une fois, ça se répand, c'est ce qu'on appelle d'ailleurs le phénomène de mafia, comme la PayPal mafia. Donc voilà, donc c'est vrai qu'aujourd'hui, on arrive à un écosystème qui est quand même beaucoup plus important et qui est beaucoup plus structuré. Avant, c'était un peu tout le monde dans son coin, et puis un qui était dans telle association, l'autre dans l'autre, et c'était un petit peu les petites guéguerres. Et aujourd'hui, c'est beaucoup plus professionnalisé. Voilà, ils arrivent un peu plus à se faire entendre, il y a un peu plus de lobbying, de soutien entre les acteurs. Et en plus, ça c'est effectivement, comme tu parlais de The Sandbox, ça s'éparpille un peu partout. Aujourd'hui, quand tu regardes un peu, il y a plein de projets on parle beaucoup de NFT en ce moment, il y en a beaucoup, il y a énormément de Français derrière. Donc c'est ça, qui est assez marrant. D'accord. Justement, pour rebondir un petit peu sur les NFT, on a vu là dernièrement une vraie euphorie, une vraie entre guillemets bulle. On a eu vraiment des NFT qui partaient à des prix impressionnants. On peut penser à Visa qui a acheté un NFT un CryptoPunk à près de 150 000 euros, ou des artistes qui achètent des NFT à des sommes démentielles. Quel est votre avis sur cette euphorie? Est-ce que ça représente une vraie révolution, quelque chose qui va permettre le développement de nouvelles technologies après? Oui, là c'est un peu comme je disais le sujet à la mode. Hein. Vraiment, tout le monde essaie de se positionner. En fait, moi, c'est marrant, ça me rappelle, pareil pour ceux qui sont là depuis un moment dans l'écosystème, mais ça me rappelle le moment du phénomène blockchain. Tout le monde faisait de la blockchain, c'était marrant. Chaque entreprise sortait une blockchain pour tracer ça, pour authentifier c'était marrant. Et quand on regarde aujourd'hui, d'ailleurs, il n'y a plus beaucoup de projets qui sont encore là. Et puis j'ai l'impression qu'on vit. Ouais, voilà. Et aujourd'hui, c'est pareil avec les NFT. Il y a de tout et n'importe quoi. Tout le monde lance un NFT. Et puis après, on verra. Les vrais projets qui ont vraiment du sens, qui servent à quelque chose, vont rester, et puis les autres vont mourir. Enfin, voilà, c'est comme ça, et puis c'est bien pour l'écosystème. Voilà. Est-ce que vous avez des exemples? Est-ce que vous avez des exemples qui vous viennent en tête de projets pour vous, par exemple, des projets que vous suivez qui peuvent que tu peux trouver intéressants, qui tu penses auront un avenir, ou pour l'instant ça reste qu'un début, c'est que des prémices.
On commence à voir des choses sympas, notamment dans le luxe, qui permettent des NFT qui sont rattachés, à des biens physiques. Donc, qui va permettre d'authentifier, de certifier bien que ce sac Chanel est le mien et qui permet, voilà, après de pouvoir suivre toute la chaîne. Ça, c'est des cas d'usage qui sont intéressants et qui pourront vraiment servir à l'industrie du luxe. En fait, moi, je trouve tout ce qui est vraiment utile, ouais, pour certaines industries. Alors là, j'ai plus d'autres exemples en tête, mais ça peut être aussi dans l'agroalimentaire. Enfin, là où vraiment il y a un besoin de transparence et de traçabilité, là, ça peut apporter quelque chose. Et quand je pensais au luxe, je pensais notamment à peut-être une boîte, un protocole qui s'appelle Ariani, qui a été fondé par des Français et et en plus, eux, ils sont là, je crois qu'ils ont commencé en 2018, 2019, enfin voilà. Donc, c'est vraiment des gens qui bossent sur ces sujets depuis très longtemps et de façon très sérieuse et où je pense qu'il y a vraiment effectivement des usages et des choses vraiment quoi, qui ont de la valeur. D'accord. Oh bah c'est intéressant comme vision. Euh, je pense qu'on va un petit peu quitter l'univers crypto mais tout en y restant gardant un pied dedans, pour aborder plus votre autre domaine d'expertise qui est un peu l'aspect startup, entrepreneuriat. Déjà une question assez simple pour ceux qui fait une question assez simple, c'est est-ce que vous pensez que la France est un pays adapté pour les entrepreneurs pour lancer sa startup? Oh oui, oui et oui et oui, hein. Franchement, alors il y a beaucoup de choses. Après, voilà, tout le monde aujourd'hui peut limite lancer sa startup si tu as une connexion Internet, tu prends un abonnement à AWS et hop, bon, ça c'est possible un peu partout, enfin, dans beaucoup de pays du monde, hein. Mais on a aussi l'avantage, et normalement, quand tu demandes à n'importe quel entrepreneur, il va te le dire, c'est le chômage, quoi. On a la chance d'être un pays où tu peux avoir du chômage, tu peux quitter ton entreprise Ouais, tu peux 2 te ans, permettre bénéficier, ouais. voilà, de pouvoir vivre tranquillement en te disant je touche mon chômage et pendant 2 ans, développer ta boîte, ta start-up sans être inquiété de dire voilà, comment je vais payer mes factures, etc. Et moi, j'en connais beaucoup qui, sans ça, n'auraient jamais pu monter leur boîte. Donc, ça, c'est vraiment un des très, très gros avantages de la France. Et aujourd'hui, mis à part ça, donc ça, juste pour démarrer, c'est génial. Et maintenant, il y a aussi tout un réseau de ce que je disais tout à l'heure de financement. Il y a aujourd'hui, ce qu'on appelle des business angels, donc des personnes qui font investir souvent à titre un peu perso, qui aident beaucoup les startups au début. Il commence à y en avoir énormément, qui mettent des tickets de 10, 15, 20 000, même voire plus, et qui aident bien les startups à démarrer. Et tout à l'heure aussi, je parlais des financements un peu plus gros, et je pense notamment à BPI France qui effectivement a beaucoup, aide beaucoup les entreprises, que ce soit en termes de subventions, ils organisent beaucoup de concours, ils investissent aussi en equity. Et ça, on a de la chance. Tout le monde n'a pas, tous les pays n'ont pas de BPI France derrière. Et c'est grâce d'ailleurs après à BPI France que d'autres fonds vont décider aussi d'injecter de l'argent dans des boîtes parce que voilà, il y a la caution entre guillemets BPI. Et c'est grâce à ça qu'il y a beaucoup de fonds étrangers qui sont venus aussi grâce à ce démarrage-là. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est quand même, on va dire que c'est plutôt un beau pays. Après, il y a toujours évidemment des soucis, hein, des barrières, si je puis dire, dans certains secteurs et notamment dans les cryptos, hein. C'est quand même un écosystème qui souffre de pas mal de choses. Notamment d'un point de vue réglementaire, c'est comme c'est une technologie, c'est très jeune, il y a encore des flous juridiques sur plein de choses. Il y a les banques qui sont très méfiantes vis-à-vis de tous ces acteurs, hein. Peut-être qu'il y en a qui ont entendu parler de boîtes dans la crypto qui n'arrivent pas à avoir de compte en banque. C'est embêtant quand on n'a pas de compte en banque, hein. Et ça voilà, et ce qui fait que certaines d'ailleurs réfléchissent à partir, quoi, à quitter la France. Donc il y a des cas comme ça, surtout dans les cryptos où c'est très compliqué pour développer son business, alors que vous allez, voilà, je sais pas, au Portugal, c'est bien plus simple. Voilà, enfin, il y a même plein d'autres pays à citer. Voilà, donc en gros, c'est sûr qu'il y a des barrières. Je pense que c'est à ces barrières-là, mais aussi c'est voilà beaucoup de barrières peut-être un peu réglementaires où la France, on est toujours très très dur en termes de réglementation. Mais ce qui a l'avantage, c'est qu'une fois que tu veux te déployer dans un autre pays, c'est limite plus simple, c'est limite facile, quoi. Donc ça a quand même d'un côté presque du bon. D'accord. Donc les régulations pour l'instant,
par rapport au flou juridique, c'est sûr que c'est un petit peu contraignant pour l'instant. Mais est-ce que peut-être on peut essayer de développer quelles sont pour vous les autres barrières au-delà du juridique qui peuvent freiner les startups, pas forcément dans l'univers Ouais. crypto, qui sont majeures et qu'on pourrait Bah, peut-être tenter de solutionner dans la suite. il y a des barrières. Alors moi, je pense, en fait, c'est surtout les boîtes qui sont aussi dans la finance, dans l'assurance, en fait, tous les domaines qui sont un peu réglementés, même si elles peuvent, il y a un mécanisme de passeport qu'on appelle, donc une fois qu'on a un agrément en France, on peut l'activer dans d'autres pays de l'Union européenne. Mais bon, c'est pas si simple que ça. C'est pas genre, hop, on appuie sur un bouton et tout va bien. Il y a quand même quelques process qui sont pas évidents et tout ça prend évidemment beaucoup de temps et c'est du temps qu'on passe pas à développer son activité. Donc principalement, je pense à ça, à des agréments parce qu'il faut certaines startups ont besoin d'agréments de paiement, du crédit, de l'assurance, du courtage pour exercer. Et aussi dans la santé. Moi, là, j'ai récemment fait des papiers sur les startups dans la santé. C'est un peu la tendance du moment. Effectivement, là aussi, il y a des problématiques très différentes, mais notamment sur les systèmes de santé. Je veux dire, le système français est très différent de l'anglais et de l'allemand. C'est toujours très compliqué aussi pour se développer à l'international sur ces sujets-là, sachant que, bon, en plus, la France est quand même un super système de santé. Mais en fait, c'est principalement cela, parce qu'après, tout ce qui va être dans l'e-commerce, c'est plutôt, voilà, il n'y a pas vraiment de grosses barrières. Après, ça va être toujours des barrières culturelles, hein, voilà. Mais Oui, sinon, ok, il n'y en a pas d'autres, quoi. Tout de suite, d'accord. on voit pas. Et pour rester un petit peu au stade au-dessus de la France, au terme, enfin au niveau de l'Europe, il y a pas, vous voyez pas de. Vous pensez que l'Europe, en général, ça reste quand même une bonne terre pour les startups, ou il vaut mieux émigrer, je sais pas, aux États-Unis ou ailleurs. Oui, déjà, l'Europe, c'est déjà pas mal. Parce que quand on voit, il y a plus de 450 millions de consommateurs, donc c'est un bon marché, hein, si on va le capter. Ouais. Et comme je disais, il y a beaucoup d'avantages à aller en Europe puisque les réglementations sont plus souples grâce à ce mécanisme de passeport européen. Et puis, effectivement, on est quand même des pays qui sont assez proches quand même un peu culturellement et même dans beaucoup de façons de fonctionner. Donc c'est un bon pays. Enfin, c'est bien de se développer en Europe pour une start-up. Ça ouvre un très gros marché. Mais il y a des boîtes qui ont plus vocation aussi à aller genre aux États-Unis parce que, pareil, marché énorme, mais ça dépend aussi de son business. Ouais. Évidemment, donc c'est pour ça qu'il y en a qui partent d'ailleurs très tôt là-bas ou qui vont carrément même installer leur siège social aux États-Unis parce que voilà, il y a plein d'opportunités, mais aussi parce qu'elles pensent déjà à l'entrée en bourse, puisque elles veulent en général entrer en bourse aux États-Unis, parce que voilà, la bourse est beaucoup plus grande là-bas qu'en Europe, donc elles anticipent souvent et vont s'installer aux États-Unis. Ouais, Voilà, donc comme vous ouais. évoquiez aussi cette histoire de, les États-Unis ont quand même 5 ou 6 ans d'avance, que ce soit sur la France, mais aussi un peu sur l'Europe, quoi. Donc c'est sûr que ça permet déjà de. Ouais, et puis en plus, quand on entend les entrepreneurs, ils vous disent quand même que c'est quand même plus, je vais pas dire plus facile, mais en tout cas plus aisé de parler à des Américains. Ils prennent beaucoup plus vite des décisions qu'en France. En France, vous parlez à un grand compte, un très grand groupe, ça va mettre 6 mois, un an et demi, quoi, pour tout se mettre en place. Un Américain, hop, il va dire, hop, tu me fais tester, hop, ok, bon, dans un mois, je te donne la réponse, tac, on signe, on met en production et c'est parti. Donc, c'est complètement une autre mentalité. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de boîtes, une fois qu'elles sont lancées aux États-Unis, elles font plus de 50% de leur chiffre d'affaires là-bas. C'est une autre façon complètement de bosser, quoi. J'ai envie d'aborder aussi un petit peu un autre sujet qui est assez récurrent quand par exemple je parcours un peu ton Twitter, c'est la place et la représentation féminine dans l'écosystème, par exemple crypto ou en termes de start-up. On se voit à peu près que ce soit sur les représentations ou même à la tête des grandes des licornes ou des start-up, on a très peu de femmes. Pourquoi aussi peu? Est-ce que tu aurais une vision ou une idée de ce phénomène? Oui, oui, c'est vrai que c'est un sujet que je parle beaucoup, mais bon, parce que je pense qu'il faut insister dessus, même s'il y en a beaucoup
qui pensent le contraire et qui me font ce reproche-là. Mais bon, il y a un moment, si on n'en parle pas, bah voilà, ça va pas évoluer. Donc c'est pour ça que je le mets souvent en avant. Mais effectivement, quand on voit les patrons de licorne sur les 26, voilà, il y en a, il y a pas, il y a que des hommes, quoi. Et il y a juste deux cofondatrices qui sont les deux cofondatrices de Vestiaire Collective, et ils étaient 6, je crois, 6 ou 7 cofondateurs. Donc voilà. Mais sinon, il n'y en a pas du tout, quoi. Et c'est quand même extrêmement triste. Et ça montre qu'effectivement, le monde des startups, ça reste quand même assez masculin, en tout cas en termes de direction. Et effectivement, c'est parce que les fonds d'investissement financent beaucoup moins de femmes, donc même en quantité de dossiers. Et en plus, quand ils investissent dans des projets portés par des femmes, ils investissent moins que s'ils investissent dans des projets portés par des hommes. Il y a des études tous les ans qui sont montrées, et notamment la dernière, je crois que c'est 90% des fonds levés en 2020 qui ont été alloués à des équipes entièrement, des équipes fondatrices 100% masculines. Donc, c'est quand même assez impressionnant. Donc, les faits sont là. Et c'est pas parce que, justement, il y a un problème, c'est pas parce qu'il n'y a pas de dossier. D'ailleurs, c'est marrant parce que dans 2 jours, je vais animer une grosse conférence à ce sujet. Et c'est parce que il y a pas mal de biais de la part des investisseurs. Il y a aussi une méfiance, enfin une grosse appréhension aussi côté des fondatrices. Voilà, parce qu'il faut savoir aussi que dans les fonds d'investissement, enfin, il y a beaucoup d'hommes, c'est très, très masculin. Donc, forcément, un homme va plus avoir tendance à investir dans des projets portés par des hommes qui leur parlent. Voilà, il va moins être fan, je vais être un peu caricatural, mais moi, c'est ce qu'on m'a raconté, il va pas être fan d'un projet sur le yoga. Voilà, parce que lui, ça lui parle moins. Donc déjà, tous ces projets-là portés, qui sont, on va dire, qui s'adressent à un public féminin, sont un peu moins financés. Il y a aussi des questions, il reste un peu de sexisme, malheureusement, là-dedans. J'ai beaucoup de femmes qui me racontent des trucs assez, voilà, où on leur pose encore des questions. Est-ce que votre mari est d'accord pour que vous montiez votre entreprise? Combien vous avez d'enfants? Enfin, voilà, il y a encore cette petite réalité-là qui n'est évidemment pas systématique, mais ça existe encore. Donc, voilà, sachant qu'aujourd'hui, on peut quand même monter une entreprise et avoir des enfants. Donc voilà, et c'est vrai qu'il y a encore un gros trou dans la raquette, mais il y a de plus en plus d'efforts quand même qui sont faits. Aujourd'hui, les fonds d'investissement sont conscients de ça, mais d'un côté, voilà, ça va être dur de complètement renverser la tendance, sachant qu'ils aiment bien, comme je disais, investir dans les boîtes qui leur ressemblent. Et puis, investir aujourd'hui, ça reboucle avec le tout début. Mais on parlait de licorne. Aujourd'hui, les fonds d'investissement, ils cherchent la licorne, quoi. C'est qui va être la prochaine licorne? Est-ce qu'il y a un potentiel pour valoir, voilà, 1 milliard? Et pour ça, ils cherchent des profils très particuliers. Donc, souvent, c'est un jeune homme de 25 ans qui sort de HEC et qui va manger matin, midi et soir, qui va respirer sa start-up, quoi. Il va faire que ça, voilà, pour tout pulvériser et puis effectivement espérer un jour être licorne. Du coup, est-ce que vous aviez peut-être des projets qui vous viennent, qui te vient en tête, montés par une équipe plutôt féminine, une équipe de direction que tu penses qui va beaucoup se développer? Enfin, je sais pas si t'en as qui te viennent en tête. C'est le moment de les mettre en avant ou. Ouais, c'est gentil. Pour elle, en plus, ouais, il y en a au final, j'en croise tellement, mais voilà. Mais je sais pas, je pense par exemple, récemment, j'ai parlé à Fanny Prigent qui a monté une boîte qui permet notamment de recruter, que les migrants et les réfugiés soient recrutés plus facilement par les entreprises, parce que voilà, elle essaye de favoriser la diversité, l'inclusion dans les grandes entreprises. Ça, je trouve que c'est un beau projet. Il y a une femme que j'ai rencontrée il n'y a pas très longtemps, d'une 50aine d'années. Alors maintenant, j'ai plus son prénom. C'est une catastrophe parce que j'en rencontre tellement que des fois, j'oublie un peu. Et alors, en plus, je suis en train d'oublier, punaise, le nom de sa boîte. Ça, c'est encore pire. Mais qui permet de recycler les matériaux dans le BTP. Voilà, ça c'est des projets qui ont pas mal de sens. Et je sais pas, je pense notamment à Skello, qui est assez connu. Il y a 2 filles qui ont monté ça. C'est un logiciel de gestion du personnel. Elles ont levé 40 millions. Donc, comme quoi, voilà, c'est possible, ça commence à arriver. Mais pour l'instant, ça reste encore des exceptions, quoi, à la règle.
Ouais, les investisseurs sont encore un peu frileux, quoi. Ça reste Ouais. compliqué mais ça s'améliore. En tout cas, ça pourra aller que dans le bon sens, c'est ce que je me dis. Bon, bah, tant mieux alors. Mais du coup, je rebondis. Tu parlais tu parlais d'une conférence que tu allais animer dans quelques jours à propos de ça, justement, de tout ça. En rapport avec cette conférence, est-ce que tu as des idées de comment un peu plus s'ouvrir, que ce soit à la crypto ou justement encourager, est-ce que tu aurais des solutions pour encourager justement les femmes à justement se lancer là-dedans, à lancer leur start-up? Comment tu pourrais les encourager dans ce domaine? Bon, alors franchement, là, je n'aurais pas trop de conseils, enfin, parce que moi-même, je ne le ferai pas. Mais non, mais ça, c'est un peu une blague, mais c'est parce que je ne pourrais pas faire ce qu'ils font quand je vois la galère que c'est d'avoir une entreprise. Mais non, mais en fait, faut surtout pas hésiter, c'est à demander de l'aide. Je pense que ça, les femmes, en plus, elles le font peut-être moins que les hommes. Il y a tellement aujourd'hui de réseaux. Il y a un accélérateur féminin qui s'appelle Willa. Il y a Sista, qui est un collectif qui aide les femmes à se faire financer. Il y a plein de réseaux. Il y a même maintenant des fonds qui ont été montés et qui investissent que dans des projets féminins, justement parce qu'il manque du financement. Donc, il ne faut pas hésiter à demander en fait de l'aide à tous ces gens, à aller sur LinkedIn pour parler. On envoie des messages, ça peut marcher. Hein, franchement, moi, je réponds à énormément de messages et pourtant, j'ai énormément de gens qui me contactent, mais je me prends toujours un peu de temps le soir, si c'est pour donner un contact, un machin, quelque chose. Donc ça, c'est vraiment le conseil numéro 1, de ne pas rester et penser qu'on va embêter les gens. Mais non, pas du tout. Donc, faut faire cet effort-là, parce que en tout cas, ça peut que marcher. Hein. Donc, ce serait vraiment le gros conseil que je donnerais. Ouais. Donc, ça serait Et vraiment bien sûr, ne pas sous-estimer. Voilà, parce que c'est pareil, les filles, elles ont tout le temps tendance à être moins ambitieuses, à sous-estimer tout ça, mais faut pas hésiter, parce que face à elles, il y a des garçons qui font tout le contraire, donc on a toujours beaucoup d'ambition et c'est très bien, mais les filles, elles ont tendance à pas trop le faire, donc faut pas hésiter à se mettre en avant. Parce que moi aussi, j'ai eu beaucoup de cas avant de jeunes femmes qui ne souhaitaient pas, qui préféraient que ce soit leur cofondateur qui parle parce qu'elles ne se sentaient pas à l'aise. Donc ça, faut pas hésiter non plus, parce que plus il y aura des visages, plus il y a des modèles, plus ça va motiver d'autres filles à se lancer, quoi. Super, même enfin ce que vous faites déjà sur Twitter, mettre en avant, enfin je vois que vous mettiez beaucoup dès qu'il y a une nouvelle start-up ou un nouveau projet qui est monté, c'est déjà beaucoup en fait, parce que vous offrez de la visibilité et vous montrez qu'en fait ça existe aussi et il faut que ça existe. Voilà. Super. Ouais, on essaye. Peut-être si vous avez un petit mot de fin à propos de tout ça, voilà, parce que c'était très enrichissant, aussi bien au niveau de l'écosystème, de l'esprit startup, ou aussi bien de la représentation féminine. Donc si vous avez un petit mot de fin, n'hésitez pas, ou sinon on va s'arrêter là. En tout cas, s'il y a en plus des filles qui veulent se lancer dans la crypto, ça serait bien. Ça, j'avais oublié de recouper. Ouais. Parce que là, c'est vraiment encore plus compliqué. On est dans la tech, on est dans la frontière de la tech, de la finance, de tout ça. Il n'y a vraiment pas beaucoup de filles. Donc faut pas hésiter. Faut qu'elles y aillent, hein, parce que justement, au moins, on les mettra encore plus en avant. C'est tellement rare de les voir là-dedans. Ouais, j'espère que ça aussi, ça va s'améliorer. Pour une technologie qui veut se démocratiser, à la population entière, ou qui veut beaucoup plus sortir de son aspect de niche, c'est important d'aborder la moitié de l'humanité, quoi. Donc c'est sûr qu'il faudrait qu'elle vienne et qu'ils s'y intéressent. Mais je pense que c'est un phénomène qui augmente. De mon point de vue. Ouais. Doucement, mais ça arrivera. Non, c'est sûr. Ouais. Ça va dans le bon sens. D'accord. Merci beaucoup de votre participation, de ta participation à ce petit podcast, ce premier podcast de l'année signé Cryptosphère. Merci beaucoup. Non, merci. J'espère que ça va vraiment été un peu utile.